tous, bonjour pour ce tout premier webinaire de TIA. Alors vous êtes très nombreux, hein. On a plus de 400 inscrits, vous êtes 130 en live, il y a des gens qui vont nous rejoindre dans le temps. Alors merci d'être là, on espère que vous allez bien chez vous, évidemment, et que cette série de webinaires qu'on a pensé pour continuer à parler de nos spécialités du product management, pas que chez TIA, de façon générale, vous plaira. Donc, comme vous le savez, ces webinaires, vous pouvez les retrouver sur webinar.tiga.co. Dès que le replay sera disponible, on le mettra live, donc je pense vers 14 heures. Donc, les gens qui n'ont pas pu nous suivre parce qu'ils donnent à manger à leurs enfants, par exemple, pourront les suivre. Et vous pourrez toujours renvoyer à vos collègues et à vos boss webinar.tiga.co pour qu'ils puissent voir le replay et ce dont on parle. Vous pouvez vous inscrire aussi au webinaire suivant. On en a un petit peu sur tout, hein. Aujourd'hui, on continue d'en programmer. Donc autant sur le design que sur le product ownership et autres. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà TIGA, ce qu'on fait, hein, on est des experts du product management et du product design. On a une grosse partie de notre activité qui est d'avoir des numéros 10 en produit chez nous et de les prêter à d'autres équipes, vos équipes potentiellement, pendant une saison, donc entre 6 mois et 1 an. On fait évidemment aussi du conseil, et là on est plus en mode ancien joueur qui vient finalement vous donner des conseils en organisation ou en stratégie, un peu plus Zidane. Et la partie formation, dont je suis le formateur principal, vous êtes un peu plus sur une notion de Guiro, on va dire ça comme ça. Et évidemment, les webinaires, ça fait partie des partages qu'on fait. Beaucoup de gens savent qu'on fait des partages, mais ça peut être bien de le rappeler. On a notre blog, évidemment, blog.tiga.co, sur lequel on a 10 000 personnes qui nous lisent. Je sais, c'est une vanité métrique. On a des événements qu'on co-organise, donc tout le monde connaît LPC et LPCX. Je pense, on continue les LPCX, hein, LPCX online particulièrement, qu'on est en train de lancer, qui commencera le 31, donc mardi 31, avec Christopher Parola, qui nous fera un retour d'expérience sur les impact teams qu'ils ont mis en place il y a 2 ans maintenant chez Meilleurs Agents. Et les livres Product Academy que vous pouvez télécharger gratuitement. Et sachez que le 4e sur le Product Design va sortir incessamment sous peu. On fait toute une série de webinaires pendant avril, donc 5 webinaires différents qui vont correspondre aux 5 grands sujets qu'on tacle dans ce bouquin. Et vous pourrez les suivre évidemment pareil sur webinar.tika.co. Le premier, c'est le 1er avril. Alors, commençons directement. J'ai le plaisir d'avoir Jonathan, Jonathan chez nous, Bonjour. qui va nous faire le plaisir de parler de Product Growth et des différences entre Product Growth, Growth Hacking, entre autres. Ouais. Et ben, commençons. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, Jonathan, s'il te plaît? Bien sûr. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et je travaille chez TIGA depuis bientôt 2 ans maintenant. Avant ça, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil en stratégie digitale et je suis aussi passé en agence digitale sur des sujets plus marketing. Et aujourd'hui, chez TIGA, je fais différentes missions, donc des missions de conseil en product stratégie par exemple, et aussi des missions en immersion en tant que product owner. Et le product growth, ça m'intéresse et du coup, je suis aussi PM Growth pour certaines missions dans des contextes différents, donc que ce soit dans un contexte early stage où on va être sur un produit qui va être en recherche de traction ou pour des clients avec un produit plus mature, un product market fit qui vont être sur des problématiques d'engagement, de rétention par exemple. D'accord. Alors, ça m'intéresse que tu me parles de PM Growth, de Product Growth. Quand on parle de growth, on parle quand même beaucoup de growth hacking, qui n'est pas un sujet que tu as remonté. Nous, chez TIGA, c'est vrai qu'on parle même de product-led growth, c'est des choses qu'on voit aux États-Unis. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Alors oui, le terme growth hacking, c'est un buzzword. En fait, on l'a un peu entendu à toutes les sauces. Et globalement, il y a plusieurs concepts qu'il est bien de définir un petit peu en amont. Donc, je parlais de growth hacking, de growth marketing, de product growth. Historiquement, le growth hacking, c'est associé aux startups qui vont déployer des tactiques, des hacks pour générer de la croissance rapidement. C'est un peu le concept de l'idée de petit malin. Donc, c'est les histoires de Airbnb et Craigslist, de Dropbox ou de Hotmail qu'on raconte un peu partout dès qu'on parle de growth hacking. Et c'est aussi un état d'esprit, donc hacker, dans le sens non conventionnel, aller trouver des raccourcis, des moyens alternatifs avec une contrainte de ressources, de coûts ou de temps. Aujourd'hui, on hack tout, on parle de life hack par exemple, et c'est aussi assez pluridisciplinaire dans le sens où ça va mélanger donc des compétences data, marketing, du développement, du design, donc c'est très transverse. D'accord, c'est très clair. Et quand côté quand même assez intéressant, alors je sais que beaucoup de gens vont avoir entendu parler de tout ça, mais
quand on parle de growth hacking, moi, ce que je comprends dans le côté growth hacking, et tu me dis si je me trompe, hein, j'entends une notion temporaire, c'est-à-dire que quand les gens parlaient d'Airbnb avec l'histoire du hack sur Craigslist, c'était quelque Ouais. chose qui a pu être arrêté par Craigslist au bout de quelques jours, alors que finalement, le produit, c'est tout le contraire, si je comprends bien. Exactement, un growth hack est par définition un peu temporaire et souvent non reproductible, ce qui est un peu l'inverse du product management. Et aujourd'hui, en fait, aussi, quand on parle de growth, on a une vision un peu réductrice qui se concentre souvent en fait sur ce que je dirais c'est du growth marketing. Donc, on va se concentrer sur le haut du funnel pour doper l'acquisition à base de d'emailing, d'automation, de scrapping, de paid ads, de landing page, avec une approche très scientifique et data informed. Donc, je vais mettre en place un processus d'expérimentation basé sur des hypothèses. Je vais tester rapidement. Je vais utiliser des outils d'analytics, de tracking, d'A/B testing. Et donc, juste pour clarifier ces deux termes, je dirais que le growth hacking, c'est vraiment associé aux problématiques des startups early stage qui doivent générer de l'attraction rapidement et pour le moins cher possible. On a aussi Ouais. le growth marketing qui, lui, concentre ses efforts sur l'acquisition. Et on en parlera peut-être après, mais qui, pour moi, en fait, une évolution naturelle des métiers marketing. Et quand on parle de product growth, en fait, l'idée, c'est de remettre le produit au centre de la croissance. C'est de se dire que ça va être l'usage, ça va être l'expérience de mon produit qui va en fait tirer l'acquisition, la rétention et globalement la croissance globale de mon produit. D'accord, donc si on essaie d'être concret, les traits particuliers du produit growth, ce serait quoi pour toi? Bah déjà, c'est une définition de la croissance qui est plus large et non silotée. Donc, effectivement, D'accord. l'acquisition, c'est important pour un business. C'est encore mieux de faire venir des gens qui vont être des utilisateurs qualifiés, pour lesquels la proposition de valeur que j'ai va matcher, pour lesquels il sera aussi plus aisé de les retenir et de les engager. Donc c'est un tout homogène. Donc c'est de se dire l'engagement et la rétention, c'est autant important à la croissance que l'acquisition, que le produit, en fait, même s'il n'est pas directement responsable de certaines problématiques marketing, de branding ou d'acquisition, est lui aussi concerné, et que chaque étape de ce funnel, en fait, elle doit pas être prise de manière indépendante, mais que c'est un tout global. D'accord. L'autre point, c'est qu'il y a aussi une logique d'optimisation continue du produit à un niveau plus macro. Si je devais comparer, par exemple, on va dire que en product stratégie, on va vraiment chercher à donner une direction long terme, à creuser de nouvelles fonctionnalités, à identifier un peu quels seront les prochains épiques. Alors qu'en product growth, pour moi, on est plus sur de la micro-optimisation pour constamment réduire la friction, lever toutes les barrières aux utilisateurs pour qu'ils trouvent de la valeur. Et enfin, c'est aussi un process qui va être basé effectivement sur l'exploitation de la donnée, sur la formation d'hypothèses, sur la conduite d'expérimentation à une fréquence rapide, pour en fait Ouais. très vite savoir si ce que je pense, si ce que je fais, ça fonctionne ou non. Donc finalement ce que j'entends, c'est que enfin, tu me dis si je dis une bêtise encore une fois, mais tu parles d'optimisation, tu me parles d'hypothèse, tu me parles d'expérimentation, tu me parles de valeur. Moi, j'entends beaucoup de mots qu'on utilise déjà dans le product management. Ah bah c'est très produit en fait. C'est à comprendre un problème, imaginer des solutions, les tester et itérer pour optimiser. La différence que je fais, c'est que toute la partie discovery et delivery, on va un peu créer un chemin, imaginer quelque chose depuis une page blanche et le construire. Growth, ça va être d'optimiser ce chemin pour le rendre plus désirable, mieux utilisable, plus pertinent. Donc c'est vraiment mettre de l'huile pour que ça fonctionne mieux. Après, il y a effectivement différents niveaux d'adoption du growth dans une organisation en fonction de la maturité, de sa maturité. Donc après, on peut imaginer, on en parlera peut-être après, différents niveaux d'adoption du growth ou différents types de responsabilités d'un PM, qui soit PM sur, je sais pas, une feature team avec un scope fonctionnel défini, ou une growth team qui va être totalement autonome sur l'ensemble du funnel. D'accord. Mais à l'origine, enfin, moi, quand j'ai commencé à entendre parler du growth, c'était chez Melis. On parlait même pas d'ailleurs de growth hacking. On parlait de growth marketing. Mhm. C'est pas justement du marketing entièrement à l'origine? Bah, en fait, le marketing digital aujourd'hui, il s'est complètement approprié ces pratiques. En fait, c'est que aujourd'hui, faire du growth marketing, pour moi, c'est faire du marketing digital aujourd'hui, tester, optimiser, itérer. Dans certaines organisations, dans les départements marketing, il y a aujourd'hui des équipes market qui fonctionnent en sprint avec un backlog. Donc voilà, il y a aussi cette inspiration et cette appropriation de certaines méthodos, de certains rituels qu'on a dans le produit. Et il y a aussi le fait que les interactions et les dépendances entre le produit et le market, elles sont nombreuses. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas considérer l'acquisition comme quelque chose qui n'est pas la responsabilité du produit. C'est que l'acquisition aujourd'hui, c'est un sujet qui est autant produit que market. On va utiliser des personas produits pour personnaliser des campagnes d'acquisition.
quand je vais commencer à penser mes landing pages qui sont un petit peu la première expérience de mon produit, je ne peux pas ne pas impliquer le produit. Et il y a même une réflexion sur les fonctionnalités que je vais mettre dans ces landing pages. On peut, par exemple, l'exemple de Deezer ou d'autres services de streaming qui mettent un player permettant d'écouter 30 secondes des musiques sans avoir déjà de compte créé. Certains produits de banque et assurance qui mettent en place un comparateur ou un simulateur sur leur landing page pour déjà tester la valeur que le produit peut apporter. En fait, tout ça, c'est des réflexions produits, mais qui au final se retrouvent sur une partie qui va plus être de l'awareness ou de l'acquisition. Donc en fait, il y a un lien fort entre les deux et une porosité de plus en plus forte entre le produit et le marketing. Alors, si je comprends, pour moi, utilisateur, je me remets dans la peau de mon côté product manager, hein. Je suis face à un restaurant, que finalement la personne qui s'occupe de la vitrine et la personne qui s'occupe du restaurant derrière, pour moi en tant qu'utilisateur, je m'en fiche. Tout comme je me fiche du nombre de personnes qu'il y a dans la cuisine, ce qui m'intéresse, c'est mon expérience. Donc j'entends beaucoup dans ce que tu dis une forme de trouver de la cohérence d'expérience depuis le premier contact. Exactement, oui, c'est ça. Il y a une notion de D'accord. cohérence en effet. Alors juste pour les gens qui nous écoutent, essayez de poser les questions dans l'onglet questions, que vous puissiez upvoter. Comme ça, je pose quelques questions à Jonathan et je poserai vos questions ensuite. Sinon, dans le chat, ça va se perdre. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Alors, je pense qu'on est une grande partie des gens qui sont en face de nous sont PM. Enfin, j'en veux quelques-uns que je connais évidemment dans la liste. Est-ce que tous les PM, finalement, doivent faire du growth ou pas? Si on reprend les définitions dont je parle au début, effectivement, un PM, il va pas faire de growth marketing, ou en tout cas de très loin. Si on prend, je sais pas, une logique RACI, il va pas être responsable, mais contributeur ou concerné en tout cas. Par contre, c'est la responsabilité du PM de réfléchir à l'engagement et à la rétention sur son produit. Cette réflexion sur le design d'engagement, sur la réduction constante de la friction, à mon sens, elle doit être prise par tous les PM sur leur scope fonctionnel. Et ça veut pas dire qu'il faut voir cette notion de croissance seulement au niveau global, mais aussi au niveau d'une feature en fait. Si vous êtes responsable d'une feature team par exemple, à chaque fois vous devez quand même vous poser ces questions-là, c'est comment est-ce que je fais de l'acquisition sur ma feature, comment j'active mes utilisateurs dessus, comment j'essaie de faire en sorte qu'ils comprennent le plus vite possible la valeur qu'il y a derrière ça, à quelle rapidité, quel est le churn sur ma feature. Donc en fait on peut carrément mapper un funnel ARR à un niveau de la feature. Et pareil, sur le fait de conduire des tests en amont, de potentiellement peut-être faire une première version un peu dégueu pour voir si ça fonctionne, d'avoir cette propension à vraiment essayer de tirer parti de la donnée et d'enrichir en tout cas ma recherche utilisateur qui va être plus quali. Ça, c'est une réflexion growth que, à mon sens, tous les PM devraient avoir. Alors il y a bien sûr certaines conditions, faut que la fonctionnalité s'y prête, faut que le mindset de l'entreprise et le découpage de l'organisation soit aller dans ce sens-là, et la maîtrise de certaines compétences. On en parlera peut-être après, mais c'est effectivement un côté très data informed analytique, la capacité à avoir des interactions poussées avec les profils data, des profils market, ce que je disais tout à l'heure sur ce processus d'expérimentation, et certaines soft skills en effet. D'accord. Et alors, tu me parles d'entreprise, tu me parles d'orgas, tu me parles de compétences. Je suppose on n'est pas tous égaux dans les boîtes dans lesquelles on travaille. Est-ce qu'il y a différents niveaux, je dirais, d'infusion du growth dans les entreprises et est-ce que ça inclut différents entre guillemets, types de postes? En effet, on pourrait imaginer comme ça 3 niveaux, on va dire. C'est que le premier, c'est que je suis PM, par exemple, comme je disais, sur une feature team. Donc, j'ai un périmètre fonctionnel précis. Et là, je vais être un PM qui va quand même être sensibilisé, en tout cas au mindset, à certains outils, à une certaine manière de faire growth. Et donc, dans les features que je vais délivrer, je vais essayer de les optimiser pour l'engagement. Ok, ça, c'est le premier point. Ensuite, je peux être product manager growth, où là, par exemple, je suis dans une squad, une impact team, et en fait, je vais avoir un périmètre qui va être lié à un sujet d'engagement, par exemple sur l'activation. Et là, en fait, mon objectif, ça va être d'avoir un KPI à faire bouger et sur lequel je vais concentrer mes efforts pour le driver à la hausse. Okay. Et après, dans certaines organisations encore plus matures, je peux être product growth au sein d'une growth team. Et donc là, en fait, je suis un peu dans une équipe volante où j'ai pas forcément de périmètre qui est défini, je travaille pas forcément en sprint et je vais pouvoir interagir sur toutes les étapes du funnel et je vais vraiment être drivé par l'expérimentation haute fréquence. Et mon objectif, ça va être d'identifier les points du funnel pour lesquels il y a le plus de valeur à aller tirer en mettant en place des expérimentations et en essayant de trouver des leviers de valeur. D'accord. Après, on peut effectivement se rendre compte que
Selon les organisations, moi par exemple j'ai fait une mission pour un acteur de l'audiovisuel où j'ai essayé de mettre en place une growth team, et en fait la problématique qu'on avait c'était que on avait mis en place la team, mais au niveau des ressources de développement qu'on avait, elle n'était pas dédiée. Donc en fait on exprimait nos besoins ou on priorisait en fait nos besoins avec les autres teams. Et en fait la conclusion qu'on a eue, on s'est retrouvé on était tout le temps dépriorisés. Et je crois que c'est Lou, là, je sais plus, Head of Growth de chez Conto, qui racontait justement dans un podcast qu'ils ont eu les mêmes problématiques quand ils ont mis en place leur growth team au début. Ils ont commencé, c'est qu'ils n'avaient pas d'équipe de développement dédiée. Ensuite, ils sont passés à un jour par semaine. Bon, ils se rendent compte que ça fonctionnait pas beaucoup mieux. Et là, ensuite, ils sont passés sur une équipe dédiée. Et je pense que dans les organisations les plus matures, quand on veut mettre en place une growth team, c'est important en fait d'avoir ces ressources qui sont dédiées, sinon ça va être constamment un sujet de priorisation. Et quand on est face à des enjeux de roadmap qui sont calibrés sur plusieurs mois avec des gros enjeux stratégiques au niveau de l'organisation, c'est toujours très difficile de faire passer ces sujets-là. Chez Deezer, on avait un peu la même typologie. On avait mis en place des impact teams growth sur les notions d'engagement, qui existent d'ailleurs peut-être toujours. Je suis parti en 2018, qui était là typiquement à faire bouger l'activation ou faire bouger le freemium, par exemple, et qui n'était pas lié directement à des features musicales. C'est-à-dire que les features musicales étaient gérées par d'autres personnes qui s'appelaient qui étaient typiquement de la feature team. Et on avait fait une équipe de growth, donc vraiment une growth team, au sein de cette grande équipe engagement qui avait le droit de toucher un peu à tout, depuis changer le pricing en disant, comme tout le monde le sait peut-être pas, Apple, lorsque vous allez prendre un truc qui est 10 euros par mois en facial, ils prennent 30%. Donc le prix chez Deezer, c'était 13 euros sur iOS. Spotify, ça fait longtemps qu'on ne peut plus le faire. De toute façon, sur iOS, on le fait sur le web. Et on avait même fait essayé de faire des tests sur si on passe à 10 euros, même si on marge moins, est-ce que ça nous permet de convertir mieux? Donc, je voyais une question qui était liée à cette notion de revenu. Là, typiquement, c'est du growth appliqué au revenu. Complètement. Alors, justement, là, je parle de Deezer, tu me parles d'audiovisuel, c'est des produits qui se ressemblent pas. Il y a peut-être des gens qui travaillent sur d'autres typologies de produits. Est-ce qu'on fait du produit growth pareil selon le type de produit? Oui et non. En fait, dans le product growth, comme en product management, il y a des éléments de méthode, il y a un peu une sorte de toolbox du PM, et c'est un peu pareil en product growth. Ça veut dire qu'on va avoir des éléments qui vont nous permettre d'appliquer une sorte de cadre de référence à appliquer. Cadre de référence. Mais il y a beaucoup de particularités. Enfin, si mon produit c'est un SaaS, un site de e-commerce ou du streaming, ou encore si ma cible elle est B2B ou B2C, effectivement, il va y avoir des stratégies à déployer qui vont être différentes ou des KPI différents à faire bouger. Pareil, selon mon niveau de maturité. Est-ce que je viens de lancer mon produit sur le marché? Est-ce que je suis leader? On va pas faire du product growth pareil. Et en fait, on va pas en faire pareil à partir du moment où on n'a pas la même définition de ce qu'est la croissance de mon produit. Et par là, j'entends comment je mesure la santé de mon produit et comment je mesure le succès. Donc oui, effectivement, sur du e-commerce, je vais avoir en effet un focus sur l'acquisition de clients, la conversion du panier et la fidélisation. Sur certains produits qui vont être sur une logique de plateforme, le focus va plus être sur de la récurrence d'usage ou de la viralité. Sur des modèles d'abonnement, par exemple, ça va être de l'activation et ensuite de la rétention pour que l'abonnement soit reconduit mois par mois. C'est évident que selon mon business model, selon la définition que j'ai de la croissance et ce qui tire mon produit vers le haut, on va avoir des stratégies qui vont être différentes. Est-ce qu'il y a des... moi, j'ai beaucoup travaillé en B2B. C'est souvent plus difficile déjà de penser engagement en B2B. Je suppose que c'est pas le seul contexte où ça peut être plus difficile. Peut-être que c'est une illusion, hein, mais il y a des contextes plus difficiles pour faire du growth que d'autres. Alors c'est vrai que dans certains cas, ça peut être plus compliqué. Effectivement, lorsque c'est B2B et qu'on a un acheteur et un utilisateur qui n'est pas le même, c'est pas forcément évident. Si on est par exemple sur une API aussi, ou si je gère un scope fonctionnel qui va être par exemple, je sais pas, les paramètres ou le support d'un produit, c'est moins évident. Mais après, je me dis qu'à partir du moment où j'ai des utilisateurs, je peux faire du growth. Parce qu'à partir du moment où j'ai des utilisateurs, je peux travailler leur engagement et je peux faciliter leur accès, en tout cas, à la valeur que je suis censé leur apporter. Si on prend l'exemple de Slack, bon, c'est du B2B et ils ont pour moi conduit une stratégie qui est complètement product-led. Donc déjà, c'est qu'ils ils mettent le produit dans les mains de leurs utilisateurs avec un plan freemium qui est riche en fonctionnalités. Donc ça, c'est le meilleur levier de growth, c'est que utilise ton produit s'il est bon. Et ils ont aussi une stratégie bottom-up, c'est qu'ils sont pas allés parler au C-level, ils sont allés parler aux équipes opérationnelles directement pour les inciter à utiliser le produit et faire remonter l'appropriation de ce produit dans l'organisation.
Il y a Final. Box avait fait ça aussi. Je sais pas si tout le monde connaît Box, qui est un concurrent de Dropbox à l'origine. Il y a Florian Jourda qui était venu nous parler il y a longtemps. C'était un Product Tank Paris, donc c'était avant la création des LPCX, et qui nous avait dit que lorsqu'il s'était fait bouffer par Dropbox sur le B2C, il s'était dit comment on rebondit et qu'ils avaient finalement pas mal de gens dans le parc qui étaient des professionnels et il n'y avait pas de solution professionnelle fiable pour le partage de documents. Beaucoup de gens allaient prendre un Dropbox, d'autres des Box, d'autres des Google Drive. Et lorsque les DSI se rendaient compte de tout ça, les seuls qui cochaient toutes les cases en termes de sécurité, c'était Box. Et en fait, ils comptaient là-dessus en disant c'est un peu un cheval de Troie, le B2C. Et lorsque le B2B, l'entreprise, prend en main ces notions de partage, alors c'est Box qui sort la tête de l'eau et c'est eux qui gagnent. C'est toujours aujourd'hui, je crois, leur façon de développer leur business. Donc, je saute un peu du coq à l'âne. Je ne sais pas combien de marketeurs sont en face de nous aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup de PM. Mais j'aimerais quand même te poser les questions. Je suis marketeur aujourd'hui ou je suis même gros hacker. Est-ce que je peux devenir PM Growth ou Product Growth? Si vous êtes growth hacker, vous avez déjà certainement un profil marketing data. En fait, pour moi, ce qui reste ensuite, c'est de se familiariser avec toutes les pratiques et la culture produit qu'il y a derrière. Je pense que le meilleur moyen, c'est de faire un peu du delivery, d'être product owner pour appréhender tout ce volet produit. Si je vais faire le point sur les skills, pour moi, pour faire du growth, il y a effectivement tout ce socle product, en tout cas, ça c'est sûr. Et après, c'est des soft skills qui sont très similaires à celles qu'il faut pour être un PM. Ça veut dire une sorte de profil hanté qui va être capable de parler avec plein d'interlocuteurs sur des métiers différents, que ce soit de la tech ou du marketing. La volonté de servir l'utilisateur avant tout. Et enfin, je rajouterais quand même un grand volet data informed. Donc, c'est vraiment avoir le réflexe d'aller dans les analytics, dans la donnée, pour ne pas hésiter à segmenter ses utilisateurs, essayer de mettre en évidence des corrélations de comportement qui vont en fait m'apporter des choses et surtout enrichir le quali. Et je trouve que quand on est un PM, on a beaucoup tendance à se concentrer là-dessus et peut-être moins sur le volet analytics en tout cas. Et c'est ce que je vois dans les missions que j'ai pu réaliser. Et ce qu'il faut savoir, alors c'est toujours le grand truc, on en parle aussi pour le PM, hein, mais est-ce qu'il faut savoir coder? Est-ce que toi, tu sais coder, par exemple? Non, je ne sais pas coder. Mais pour le coup, après, c'est vrai que je me suis lancé quand même dans pas mal on va dire, de montée en compétences sur des sujets plus data, ça va être du SQL, du Python, par exemple. Et ça, je pense que c'est important. Mais ce que je dirais, c'est que sur la partie growth hacking, je pense qu'effectivement, un growth hacker, il doit en tout cas savoir coder, en tout cas un bon. Par contre, un PM qui fait du growth, il est pas obligé de savoir coder. Je pense qu'en fait, il doit être polyglotte. Ça veut dire qu'il doit être effectivement capable d'avoir des interactions avec des profils techniques. Il doit être capable de comprendre l'infrastructure de son produit. Mais après, je pense pas qu'il faille aller jusque là. En sachant qu'après, dans une growth team, il y a différents profils. Là, on parle du PM. On peut aussi avoir un growth engineer qui va justement plus représenter cette partie-là. D'accord. Alors si je suis PM, donc je comprends pas savoir coder, mais si je veux m'améliorer en product growth, qu'est-ce que je peux ou dois faire? Euh, alors je dirais que le premier point, et ça je pense que ça vient aussi de mon expérience en agence avant, c'est que, et c'est ce que je vois aussi dans certaines orgas produits où il y a parfois soit une défiance envers les métiers marketing, où il y a des silos énormes qui font qu'en fait les deux se parlent pas et ils savent pas ce qu'ils font, et voilà. Je pense que vraiment marketing c'est pas un gros mot. Euh, c'est que déjà, comme je disais, il y a une grande porosité entre les deux, et même si vous n'êtes pas responsable de l'acquisition ou du branding, vous êtes complètement concerné. Le branding, ça va être capable d'incarner la proposition de valeur de mon produit sur le marché. La proposition de valeur, c'est vous qui en êtes responsable. Et il y a pas mal aujourd'hui de mécaniques d'acquisition, comme je disais tout à l'heure, sur les landing pages, sur les fonctionnalités qu'il va y avoir dessus, sur le fait que la première expérience de mon produit, elle se fait pas, elle peut se faire directement sur la phase d'awareness ou d'acquisition. Bah voilà, ça c'est important. Donc allez parler avec le marketing, comprenez ce qu'ils font et comprenez euh, comment vous pouvez bosser ensemble. Donc ça c'est pour la partie market, et je rajouterai aussi la partie data. Ça veut dire que soit les différents profils data, des data analysts, des data scientists, la BI, tout ce genre de choses, toutes en fait les personnes qui vont vraiment travailler sur la donnée et l'exploitation de cette donnée, bosser avec eux. Et surtout, ayez ce réflexe d'être data informed. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est sur essayer de définir les bons KPI de mesure, pour essayer de comprendre le comportement de vos utilisateurs, de les segmenter, de mettre en évidence des corrélations et d'utiliser ça pour prioriser, prendre des décisions et enrichir votre recherche quali.
Et enfin, le troisième, je pense que c'est sur une partie plus mindset, sur la logique growth, qui est effectivement liée en fait à cette logique d'expérimentation et de vitesse, en sachant que quand je parle d'expérimentation, l'idée c'est de pas partir dans tous les sens, c'est de pas se dire ok, on a B-test et on verra ce qui fonctionne le mieux. C'est avant de mettre en place un A/B test, c'est en fait de se poser les bonnes questions. Donc quand on parle d'expérimentation, on parle d'une supposition. Je pense que quelque chose est vrai. Si je prends un exemple, je pense que sur une page de sign-up, par exemple, si je pense que tant de visiteurs de la page ne créent pas de compte, c'est que c'est le processus d'inscription qui pose un problème. Donc ça, c'est ma supposition. Et ensuite, je vais mettre en place une hypothèse qui va me permettre de me dire, par exemple, si les utilisateurs, si je permets un social login, par exemple, ça devrait faciliter l'inscription, améliorer mon taux de conversion. Et ça, c'est mon hypothèse. Donc, je vais mettre en place un test, par exemple. Ce test, ça va être, je vais mettre un bouton de Social Connect pour LinkedIn, mais il va être inactif, ce sera pas un vrai Social Connect. Et je vais me dire, alors, si j'ai au moins 5% des visiteurs qui cliquent dessus pour s'inscrire, dans ce cas-là, je pourrais dire que mon hypothèse, elle est vraie. Et donc là, ensuite, il y a cette partie apprentissage. Qu'est-ce que je fais si mon objectif est atteint, s'il l'est pas? S'il l'est, je peux effectivement installer ce bouton de façon fonctionnelle. Sinon, je peux tester autre chose. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de se poser les bonnes questions, de bien prioriser, en tout cas, les hypothèses qui peuvent, oui ou non, driver le plus de valeur et mettre en place les bons tests et apprendre de ça. Donc, il y a toute une logique qui, en fait, est assez rigoureuse dans la mise en place de ce processus, dans la documentation qu'il y a derrière, dans les priorisations que je fais. Et en fait, ça, c'est très produit aussi. Et donc, ce mindset d'expérimentation aussi, je pense que c'est très important. Donc, alors, je voulais te poser la question des outils, mais comme il y a pas mal de gens qui posent des questions, des jeunes participants, on y viendra après. Sur tout ce qu'on s'est dit, et avant justement de passer les questions-réponses, si tu devais te faire un récap et qu'on devait retenir que 3 choses de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce serait quoi? Ok. Le growth, c'est pas que du marketing, c'est pas que de l'acquisition, c'est pas réservé aux startups, c'est pas réservé aux marketeurs. L'expérience du produit, c'est certainement votre meilleur levier de growth, donc essayez d'avoir une vision vraiment globale du funnel et de comment toutes les interactions peuvent se faire ensemble. Deuxième point, c'est qu'un PM, il peut pas se passer de travailler sur l'engagement et la rétention. Peu importe son produit, son périmètre, même si on est sur un sujet back, même si on est sur quelque chose qui est pas forcément une core feature, il y a toujours un travail sur l'engagement qu'on peut avoir. Le troisième point, c'est que le socle de compétences du product growth, en fait, il a beaucoup de valeur pour un PM plus traditionnel, entre guillemets. Quand je parlais des relations avec les métiers marketing, data, sales, le fait d'être data informed, d'être vraiment drivé par des hypothèses, tout ça, en fait, même si vous ne faites pas du growth, c'est, je pense, des manières de penser ou des compétences qui apporteront de la valeur dans ce que vous faites au quotidien. Et le dernier point, c'est qu'il y a différents niveaux d'adoption dans dans l'organisation, en fonction de la maturité, en fonction de plein de choses. Et on fera pas aussi du growth de la même manière si on a une growth team qui est vraiment autonome sur l'ensemble du funnel ou si on est juste PM growth sur son funnel. Donc là aussi, c'est différents niveaux d'adoption. Ok, très clair. Alors, j'ai envie de te applaudir sans se toucher les mains, parce qu'on est en confinement. On va passer aux questions-réponses. Donc, vous pouvez toujours en poser et je vais essayer d'en prendre le maximum. Alors, question qui a été la plus upvotée, c'est par Damien Tempé. Quels sont les meilleurs résultats de Product Growth que tu as expérimenté? Exemple, résultat, et pourquoi ça a marché ou pas d'ailleurs? Les meilleurs exemples de product growth que j'ai expérimenté. Ouais. Est-ce que tu as un exemple particulièrement de chose qui a cassé le record ou peut-être un exemple de chose qui n'a pas marché du tout? Alors, déjà, globalement, j'ai plus d'exemples de choses qui n'ont pas fonctionné que de choses qui ont fonctionné. C'est bien, il faut faire des erreurs pour Euh, apprendre. mais je vais réfléchir comme ça rapidement. Je pense que sur mes récents exemples, enfin, je parlais tout à l'heure de mon exemple dans l'audiovisuel. Donc, on était sur un produit où le but c'était effectivement de driver la consommation à la hausse. Et pour ça, en fait, on menait beaucoup d'A/B tests en fait sur allait être notre homepage. Ouais. Et faut penser Netflix et comment est-ce que je fais les meilleures recommandations à mes utilisateurs. Et en fait, on est commencé à rentrer dans une logique de persona et en fait et de segmentation de cette homepage et de recommandations en fonction des principaux use cases qu'on avait identifiés. Et je peux sans
pouvoir trop donner en tout cas de métriques là-dessus, parce que j'en ai pas forcément parlé avec le client avant. On s'est rendu compte en fait que le fait d'avoir 10 homepages différentes sur les principaux use cases qu'on avait, et en fait d'avoir des recommandations qui étaient vraiment bien plus pertinentes en fonction de justement des données qu'on avait identifiées sur nos utilisateurs, et en fait on les avait mis en différents segments en fonction de ce qu'ils pouvaient aimer. On a vu une augmentation en fait sur les principales métriques de notre growth model en termes d'engagement et sur les contenus visionnés. Donc voilà, en fait, on a eu une réflexion sur comment est-ce que je peux segmenter mes utilisateurs, et en fait, dès leur première expérience du produit, leur proposer quelque chose de personnalisé. Je te donne un exemple du côté Deezer. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a une partie de trial. Alors c'est pareil chez Spotify qui dure 15 jours. Et en fait, vous avez tous les droits gratuitement pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, vous perdez tout, ce qui est quand même assez violent. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas du tout cette notion de trial. En tout cas, ils l'oubliaient très vite. Et un truc qu'on a mis en place, c'était de faire l'activation manuelle. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'ils n'ont rien au début, qu'ils doivent activer ce trial. Et en termes de conversion, alors pareil, je ne peux pas vous dire des chiffres, mais en termes de conversion, ça a eu un résultat assez impressionnant. Dans l'autre sens, on avait mis des toasters pour faire comprendre aux gens certaines limitations qui ont absolument rien donné. On ne voulait pas les amener directement dans un mur, on voulait les prévenir avant sur certaines fonctionnalités qui étaient premium, et ça n'a pas marché du tout. Donc c'est typiquement deux expérimentations sur le même domaine. L'une a marché très bien et l'autre c'est complètement viandé. Quel type d'outils tu recommandes? Ça, je pense, c'est une question qu'on se pose tous, hein, pour mettre en place et piloter du product growth. C'est Marion Paulet qui pose la question. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils sur le marché pour faire pas mal de choses différentes. Moi j'ai pas mal les deux en tout cas sur lesquels j'ai plus d'expérience, c'est certainement Google Analytics en tout cas, et aussi un petit peu Amplitude. Celui en tout cas que je trouve le plus intéressant aujourd'hui pour aller assez loin, je dirais que c'est Amplitude, de par sa facilité d'utilisation et aussi sur sa capacité à vite faire émerger des corrélations de comportement en fonction de certains objectifs. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Après, est-ce qu'il est adapté à toutes les organisations? Je pense pas. Et il y a aussi d'autres outils qui sont pas juste basés sur la pure analytics, qui sont aussi très intéressants. Mais je dirais que celui-ci, en tout cas, moi sur le marché, j'ai l'impression que c'est en termes d'analytics et de product growth, de celui qui propose les fonctionnalités les plus avancées. Après, vous avez des outils qui sont parfois très low-tech. Faire des journaux d'expérimentation lorsque vous faites de l'expérimentation à haute fréquence, en posant justement ces 4 éléments de l'expérimentation, hein, la supposition, l'hypothèse, le test, la ligne de mesure et l'apprentissage. C'est bête et méchant, vous faites ça sur un Excel, un Airtable, peu importe, et vous suivez juste pour connaître les conditions dans lesquelles les tests ont marché ou pas marché. Souvent parce que finalement, on fait un test, on a testé qu'une seule supposition, et on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a des choses assez simples à mettre en place. Alors en effet, tu as parlé de Airtable, et ça, je trouve que c'est un outil hyper intéressant aussi, pas forcément sur la partie analytics, mais pour toute la partie structuration d'un backlog d'expérimentation, par exemple, sur la documentation, sur toutes les intégrations qui est possible de faire avec Airtable. C'est un super outil. Segment aussi, pour le coup, qui est vraiment très bien. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils sur le marché, mais là, ceux qu'on vient de dire, ils sont vraiment bien. Sachez, soit dit en passant pour les gens qui nous écoutent, que dans le talk sur Data Inform qui a lieu le 7 avril, on parlera de toute cette stack data et entre autres de ces outils, de comment ils communiquent les uns avec les autres. Je fais un peu de pub en tant qu'à faire, mais... Alors, nous avons Monsieur Romain Afani de Solocal qui pose une question. N'y a-t-il pas une compétition entre Growth Team et Team Product sur un même produit? Alors, une team product et une growth team. Moi, je pense pas, parce qu'en fait, comme je comprends la question, en tout cas, une team product, elle va avoir en tout cas un scope fonctionnel qui est très défini et précis, alors qu'une growth team, elle va certainement, elle va être totalement autonome. Alors c'est sûr que si le focus de la growth team, il est effectivement lié à la feature ou à ce périmètre fonctionnel là, bah c'est pas une compétition, c'est une collaboration tout simplement. S'il se trouve qu'ils vont avoir un champ d'action qui va être le même périmètre, oui, mais après parler de compétition, je pense pas. Mais là après c'est plus un niveau de gouvernance, de relations dans l'organisation et de répartition des rôles et des responsabilités. Mais le but c'est qu'il n'y ait pas de concurrence. Pour te répondre aussi de mon côté, Romain, bon, je prends beaucoup d'exemples de Deezer, hein, mais forcément, c'est là où j'étais juste avant d'être chez Tiga. La Growth Team qu'on avait mis en place était embed, c'est-à-dire qu'elle me répondait à moi directement, mais elle était embed dans la tribe engagement.
Et donc, lorsque on touchait à un domaine, alors déjà les développeurs qui travaillaient dans cette Ghost Team étaient issus des teams normales, donc ils connaissaient leur domaine au niveau technique, ce qui était déjà un premier truc à faire. On n'est pas en train de péter le produit. Et on demandait une forme d'autorisation, c'est-à-dire que tout le monde voyait le journal d'expérimentation, le backlog d'expérimentation, et on se mettait d'accord sur ne pas se marcher dessus, s'il y avait des tests qui étaient déjà mis en place par des équipes normales, de évidemment pas taper dans les mêmes segments. Donc c'est une forme d'intelligence. Maintenant, il faut que cette intelligence-là, elle soit claire, et ça dépend aussi de la culture de la boîte. Hein. Si chacun fait son truc de son côté, c'est assez évident que ça peut vite monter en friction. Adrien Dos Santos de Daxa te demande quelle démarche utilises-tu lorsque tu arrives sur une mission Product Growth. Est-ce que c'est un audit de ce qui est en place? Est-ce que c'est l'objectif déjà défini par le client ou pas du tout? Alors, j'aime bien la notion d'audit growth, en effet. Alors, c'est vrai qu'on peut y avoir une mission où on va être mobilisé sur un objectif précis parce que le client, il a déjà identifié le point sur lequel il veut travailler. Mais bon, je pense que le plus intéressant, c'est quand même de prendre du recul à chaque fois et de faire un audit growth. Donc, c'est déjà de mapper un petit peu c'est quoi le growth model de mon entreprise, donc, enfin, de mon orga, plutôt de mon produit. Qu'est-ce qui définit la croissance et identifier là-dessus où est-ce qu'il y a potentiellement des points améliorés. Est-ce qu'il y a des goulets d'étranglement? Est-ce que c'est des taux de conversion à optimiser? Est-ce qu'il y a des déperditions quelque part? Donc en mappant tout ce funnel, ça se permet déjà d'avoir une idée de quels sont les points sur lesquels je vais pouvoir jouer. Il y a aussi un audit qui est plus organisationnel, c'est demain si je fais du growth, quel va être le sponsoring que je vais avoir derrière, quelles vont être les ressources que je vais avoir à disposition, quel est aussi l'état de la stack technique, la stack technique et data, pardon. C'est quels sont les outils d'analytics en place, qu'est-ce qui est traqué, quels sont les KPI qui sont suivis, est-ce que ça a besoin d'être challengé. Et donc tout ça, ça permet en fait vraiment de prendre du recul, de poser un constat et de se dire ok, là c'est là-dessus qu'on va essayer de taffer parce que c'est potentiellement là où on peut tirer le plus de valeur avec potentiellement le moins d'efforts. Donc voilà. Ok, très clair. Marilyn Lacaze qui te demande les différences entre Product Growth et la logique de testing continu, entre autres en citant les outils Content Square, TestApic, A/B Testing, Chameleon, OptimasD et tout ça. Alors, la logique de testing continu, est-ce que ce qu'elle entend par là, c'est la logique de collecte de feedback continu? Ce que je comprends, c'est on va dire l'INUX. Je récupère de la data, je fais du discovery constant sur mes expérimentations d'un côté, sur les résultats de mes expérimentations. Donc cette boucle de testing continue pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction en termes produits. Ah bah, je pense qu'en effet, là, dans la manière en tout cas, de décomposer ces différentes étapes dans le processus, c'est effectivement très similaire. C'est que on va se baser sur la collecte de données, à partir de là, essayer de converger vers un problème ou vers des insights sur lesquels on va travailler. D'identifier quelles vont être de lister une quinzaine d'actions, je sais pas, ou 20 qui potentiellement pourront driver, avoir un effet levier de croissance assez fort, et ensuite les prioriser. Cette partie justement priorisation, elle est importante parce que on peut avoir 20 idées différentes et l'idée ça va être de se dire qu'est-ce que je peux prioriser entre celle qui aura le maximum d'impact et potentiellement celle qui me demandera le moins d'efforts. Donc ça pour le coup je pense que c'est une manière de penser et un cheminement en tout cas qui est très similaire. D'accord. Et pour compléter un peu la réponse pour Marilyn, souvent, effectivement, si je évolue une fonctionnalité en particulier pour itérer et optimiser son adoption, il y a une logique tout à fait PM. Bon, là, pour moi, c'est du PM Go dans ce que je comprends de ce que dit Jonathan. Si c'est du discovery ou la stratégie, on est plus souvent sur la macro-optimisation, c'est-à-dire chercher des nouvelles potentialités. Là où le growth, c'est sur du micro, c'est-à-dire si on est vraiment sur du brute forcing. En gros, je prends un point qui marche pas, peut-être que je voudrais le voir, je vois un drifting point parce que il y a des gens qui finalement prennent un itinéraire bis qui finit en sans issue. Je vais aller tester. Typiquement l'exemple de Deezer, hein, dire est-ce que si je remplaçais la publicité par un message de shaming, n'importe quoi, hein, pour les gens qui mettent un anti-pub, est-ce que je vais voir de la conversion? Ça n'a pas de lien avec le fonctionnel directement, c'est qu'une mise en avant. Alors j'ai David Lichtley, qui est chez Senia, qui dit est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux disciplines en donnant des outils spécifiques à chacune ou des usages spécifiques qu'ils peuvent avoir? Je connais ta réponse, mais En fait, j'ai pas envie de vous dire les outils d'analytics, ils sont juste faits pour du growth. C'est faux.
Je suis pas d'accord. Donc pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup d'outils où en tant que PM ou en tant que growth PM, on va les utiliser. Après, il y a aussi, et ça c'est mon point de vue en tout cas, pas mal d'outils qui sont plus utilisés sur une partie growth marketing. Et là, pour le coup, un PM va pas forcément avoir de responsabilité ou forcément mettre les mains dedans. Je pense que c'est tout ce qui va être lié à de l'automation, à de l'emailing, du management d'ads sur plusieurs canaux différents. Tout ça, effectivement, c'est des choses qui sont en fait très growth si on est sur une partie haute funnel, mais qui vont moins être utilisées sur une partie PM. D'accord, très clair. Vous avez, si vous allez sur Internet, il y a des tableaux de comparaison. On peut vous partager d'ailleurs, si ceux qui demandent, hein, vous me pinguez soit vers le chat, soit sur LinkedIn, de comparaison entre justement le marketing, le produit et le produit growth, un peu entre les deux. Alors, comme d'habitude, c'est volontairement un peu blanc ou noir, hein, c'est caricatural, mais c'est tout à fait dans le sens de ce que tu dis, David. Nicolas, je pense qu'on a répondu à ta question sur le côté independent model, ou peut-être pas, je veux te 9 votes. Je te refais la question de Nicolas de Tiga Espagne. Il prend l'exemple d'Uber, qui a une équipe growth complètement à part, et le responsable growth du côté fonctionnel sur un autre modèle qui lui est embarqué dans la team produit. Est-ce que tu as des retours d'XP sur ces choix d'orga? En gros, j'ai le growth, même si LinkedIn c'est pareil, hein, ils ont une growth totalement différente qui ne fait pas partie du produit quasiment, avec un responsable growth qui est à l'auteur d'un VP Product, par exemple rattaché à un CPO. Ou est-ce que quand tu l'as directement intégré, est-ce que toi tu l'as vu ces différences, que tu as vu une différence d'impact? J'ai pas eu l'occasion, en tout cas, de beaucoup évoluer dans des contextes où la growth team était complètement indépendante et qui, par exemple, rapportait directement au CEO. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas forcément vues en tout cas. D'accord, ok, très clair. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est très lié à une notion de culture aussi. Ouais. Un peu comme le produit, hein, lorsque vous êtes centré produit, orienté produit. Orienté produit, vous allez vers le produit, centré produit, et tout le monde aide le produit à prendre ses décisions. Ça vaut le coup lorsque la majorité du chiffre d'affaires d'une boîte vient directement du produit. C'est pas forcément le cas si c'est que 20% ou 15% ou que de l'innovation, par exemple. Donc ça tient à ça. Il y a Benoît Guyot d'Isberg qui dit comment je mets en place tout cela alors qu'en même temps je suis peut-être dans une petite équipe dans laquelle je vais un ou deux PM, j'insiste, hein. Le PM est un PO comme les autres, mais on a aussi un webinaire prévu sur le sujet, Benoît, si tu veux. Comment je mets ça en place? Discovery, Delivery, Growth, ça fait quand même beaucoup de choses pour une seule personne. En effet, là pour le coup, je pense que c'est pas possible de tout faire en même temps. Dans une équipe de 2 personnes, je pense de PM, je pense qu'on va plus être quand on parlait des niveaux 1, 2, 3 tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas se projeter sur se dire je crée une growth team. En fait, justement les Sean Ellis, les Brian Balfour qui théorisent beaucoup sur le growth, ils disent que il y a une growth team, mais il y a aussi en fait une équipe qui va s'occuper de la core value. Et tu peux pas faire les deux en même temps. C'est que si t'es PM sur un scope fonctionnel qui est censé délivrer la core value de ton produit, tu vas pas non plus te mettre en même temps à faire du growth sur l'ensemble du funnel de manière autonome. Je pense qu'il faut séparer les deux. Et le prérequis pour faire ça, c'est d'avoir ce core value qui est délivré par certaines équipes. D'accord, ok, très clair. Alexandre Gabadou de Frontier, qui sont entre autres les gens derrière le Slack Expedition que vous connaissez sûrement tous. Le Product Growth s'intégrer à l'équipe produit, même roadmap, même cycle, outil à part, mais là, plus sur la notion de synchronisation, de timing. Quelle différence, tu vois? Je pense qu'ils sont pas obligés d'être synchronisés à titre personnel. C'est une conviction par contre. Donc, moi, j'ai aucun problème à imaginer une growth team qui fonctionne de façon complètement indépendante. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de micro-optimisation. Ok, il y a aussi des growth teams en fait qui vont en fait avoir une logique beaucoup plus exploratoire et beaucoup plus dans l'innovation. J'ai d'ailleurs l'impression que plus on avance dans la maturité growth dans certaines organisations, moins la partie micro-optimisation prend de la place et plus on va sur des expérimentations qui vont être sur de l'innovation, sur tester un side product que je peux lancer rapidement en faisant une version un petit peu dégueu et en voyant si ça fonctionne, en ayant sur des choses qui sont vraiment exploratoires et pas forcément liées à la stratégie et à la roadmap de l'organisation sur les 1, 2, 3 prochaines années. Donc il y a ça aussi. Donc voilà, là-dessus. Alors, j'ai Nicolas de Madrid qui pose la question, faire du product growth avant le product market fit a-t-il du sens?
effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la core value et tout ça. Je pense que quand on est en pré-product market fit, il est potentiellement plus pertinent de se concentrer sur la partie growth hacking, donc qui va être est-ce que je peux essayer de trouver des moyens un peu alternatifs qui vont me permettre de doper ma croissance de façon en tout cas court-termiste, et aussi toutes les pratiques de growth marketing. Donc je pense que là c'est le plus important de se concentrer là-dessus pour toute la partie acquisition. Ensuite juste de travailler sur le fait d'avoir un super bon produit qui va me permettre en fait de donner de la valeur à mes utilisateurs et ensuite de trouver mon product market fit. D'accord. Jonathan, est-ce que tu peux voir si tu peux déconnecter les bruits d'identification qui est en haut à droite à côté d'action? Tu as une petite ring bell, c'est peut-être effectivement du flux vidéo que ça vient. Alors oui, j'entends ce bruit depuis tout à l'heure. Donc juste à droite d'action, tu peux désactiver, ok? Donc si vous me dites si ça fait toujours du bruit, hein, juste pour voir. Alors, j'ai Laura Davy qui te demande, qui est de la Galerie Lafayette, est-ce que le product growth n'est pas en fait le job du business, donc devrait être moins tech? Alors je suis un petit peu d'accord sur ce point-là, sur l'importance du business. Je pense qu'effectivement, un PM Growth doit être encore plus proche du business. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué dans mes expériences, et c'est aussi, je pense, pour un intérêt que j'ai pour le growth, c'est que j'ai un côté très très business. Donc là, je suis complètement d'accord. Par contre, c'est aussi hyper tech. C'est comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les problématiques qui sont même au niveau de l'awareness et de l'acquisition, elles impliquent de la tech. Toute l'expérience de votre produit, l'engagement de vos utilisateurs, c'est de la tech. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Donc je serais plus d'accord pour dire faut rapprocher le business de la tech, mais on peut pas séparer les deux. Ok, très clair. Mathieu Renaud, Head of Product de Brigade, qui dit justement un peu dans cette logique-là, est-ce que le Product Manager Growth ne devrait pas faire partie de la team marketing, ou bien, dans l'autre sens, la team marketing ne devrait pas faire partie de la team produit sous la houlette d'un CMPO? Alors, en fait, il ne devrait pas y avoir pour moi, de silo entre marketing et produit quand on aborde les problématiques growth. Et il devrait, selon les sujets, les périmètres, clairement y avoir des membres, des gens du marketing dans une growth team. Donc ça, moi je suis assez d'accord. Et de toute façon, je milite pour la réconciliation du marketing et du produit. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. Il y a le... Je ne dirais pas le growth, ça doit être à la fois quelque part dans le marketing, ou le marketing doit être dans le produit pour faire du growth. Je pense que c'est vraiment les deux. Ok. Après, c'est aussi une notion de logique de division de département que les équipes produits ont tendance à casser dans le sens où finalement les développeurs sont pas sous produit non plus habituellement et on travaille bien ensemble quand même. C'est peut-être aussi des frontières culturelles qui sont Ouais, difficiles à abattre, hein. complètement. Mais si je reprends l'exemple de Deezer, il y avait une vraie question sur les notions d'acquisition et on avait quelqu'un de l'acquisition qui était au moins 50% de son temps assis dans l'équipe de produits du côté acquis pour travailler ensemble. C'était un vrai choix, donc finalement il était 50-50 et ça permettait de faire le pont assez naturellement, hein. Alors, Alexandre Billon, pardon, excuse-moi, de Intact, mesurer le growth, comment? Vous avez 2 heures. Alors, on va pas répondre à cette question-là, je pense, en 30 secondes. C'est mesurer le growth. Déjà, on, il y a autant de KPI que de choses que je mesure, et c'est tout un sujet effectivement de définir les bons KPI. Et avant ça, de définir les bons KPI, c'est de définir qu'est-ce qui représente effectivement ma croissance. Effectivement, si je devais une réponse rapide, il y a des frameworks qui sont, on va dire, des bons cadres de référence, ARRR, le North Star Metric, je viens de le voir apparaître dans les commentaires en effet. Et ça, c'est des choses qui vont être hyper intéressantes pour vous aider à, en tout cas, vous donner un cadre. Mais ça, c'est un cadre qu'il faut, quoi qu'il arrive, adapter à son entreprise et pas adapter les yeux fermés. On parle aussi beaucoup de pas se laisser aussi tenter par les vanity metrics et tout ça, et d'essayer vraiment d'identifier des métriques qui vont représenter précisément la valeur que je délivre et l'impact sur mon business. On peut parler de lagging metric ou de leading metric, donc de dire que je vais avoir des métriques qui vont mesurer en tout cas un résultat, qui vont donner un petit peu une vision historique, ce qui s'est passé, et d'autres qui vont être des leading metrics qui vont permettre en fait de voir de mesurer l'atteinte d'un objectif ou une évolution. Mais en fait, il y a
autant de métriques que de stratégies, de business model, de choses que je veux mesurer, de contexte de croissance. Donc je vais pas pouvoir là comme ça vous citer 2-3 métriques à suivre, ça serait pas possible. D'accord. Il y a quelques questions que je vais prendre un peu à droite, à gauche. Celle-là, je vais y répondre moi, de Timothée, de Think Market. Quelle différence entre product growth et product marketing? Le product marketing n'est pas forcément là pour interagir avec le produit ou créer de la fonctionnalité, même si c'est une fonctionnalité qui peut être purement pour travailler business. Il est là pour comprendre les bénéfices, donc générer le message et enabler les messengers. Donc, au-delà de la fonctionnalité, c'est comment je mets ça en face de l'utilisateur, des cas d'usage de la personne qui va acheter, et comment derrière, je vais être capable de créer de l'awareness autour de ce discours-là. Donc, on n'est pas sur le même type de poste. Il y en a qui est sur de la valorisation, entre guillemets, externe du message, et l'autre qui est sur la valorisation interne, qui est de dire le product manager crée le chemin, le product growth cherche à contracter le temps qu'il faut pour utiliser ce chemin en allant de A à B. D'une certaine façon, c'est ça. Il y a David qui dit est-ce que du product growth en early stage c'est pas possible? C'est presque plus du growth hacking dans ces cas-là justement que du product growth. Je reviens. Marie qui de Vectory qui dit donc le product growth met en place les outils pour capter les feedbacks et transmet les résultats au PM. Oui et non. Oui, dans certains cas, c'est presque du growth ops pour les gens qui parlent de product ops ou de DevOps. C'est de l'enablement, c'est de la logistique d'une certaine façon. Ça peut être plus effectivement le rôle de data de ce côté-là. Ouais. Après, il faut quand même se rendre compte que les notions de growth, si elles sont trop justement data-driven, c'est-à-dire qu'on finit par oublier que les métriques ne sont qu'une accumulation d'actes faits par des vrais individus derrière. On a tendance parfois, dans le data-driven, à oublier que c'est des vrais gens. Donc ça nous pousse aussi à utiliser des dark patterns. C'est de comprendre les notions d'apprentissage des gens dans l'activation, c'est de comprendre aussi à quoi on répond. Et donc, il y a une vraie porosité entre le user research, la compréhension profonde des comportements et de qui va guider ou pas un comportement, et la notion de growth, parce qu'on va mesurer son impact. C'est la notion de data informed. Donc, il y a un mélange des deux. Dans certains cas, vous allez avoir des growths qui n'ont pas de dev. Je vois la question de Thomas Lanzoni. Dire, s'ils n'ont pas de dev, c'est ce que tu disais très bien, Jonathan, c'est vite problématique parce qu'on a un effet de goulot ou de goulet d'étranglement. Lorsqu'ils ont effectivement des devs, même si c'est quelques devs qui font partie de l'équipe, on va évidemment beaucoup plus vite parce que on n'est pas en train de casser les choses et parce qu'on n'est pas totalement indépendant. En fait, avoir une grosse team qui serait dépendante des équipes produits, c'est comme la même frustration qu'une équipe marketing qui passe son temps à attendre que ces tickets arrivent en priorité. Donc, je regarde celles qu'on aurait d'autres. Je veux pas faire taire qui que ce soit. Alexandre, de nouveau d'Intact, de ce que j'entends, le growth s'intègre dans une approche lean startup. Quelle spécificité du growth? Spécificité du growth dans une approche lean startup? Alors justement, c'est en dire, est-ce que c'est différent d'approche lean startup? Tu as un peu répondu, mais je pense que ça vaut le coup de faire comprendre peut-être la différence entre les deux. En fait, moi, je reviendrai plus sur la logique de micro-expérimentation. C'est que Lean Startup, on va vraiment essayer de tester rapidement quelque chose en tout cas de brut ou de pas forcément propre pour vite valider la proposition de valeur, une intuition marché ou quoi que ce soit. Et là, pour le coup, en fait, les techniques que je pourrais utiliser si j'en suis là à mon niveau dans le produit, ce sera potentiellement du growth hacking. Après, là, quand on parle de growth sur une orga très mature, sur une growth team ou en tant que PM growth sur un périmètre spécifique, je retiens plus cette notion de micro-optimisation qui pour moi est un peu différent là pour le coup du lean startup, ce qui est vraiment de mettre de l'huile sur un existant pour lequel j'ai déjà validé ma proposition de valeur et j'ai déjà une core value de mon produit qui fonctionne bien. D'accord. Alors, on va prendre deux dernières questions. On a Florent de Capcar. Quelles seraient les best practices ou quick wins que tu recommanderais pour initier le product growth au sein d'une organisation produit et l'évangéliser? Je pense que alors, en tout cas, c'est ce que j'avais fait dans une de mes précédentes missions. Je pense qu'effectivement, il y a un premier point, c'est la preuve par les chiffres ou en tout cas par l'audit, qui est de se dire, voilà, je viens vous montrer une vision globale de l'ensemble de comment la croissance fonctionne sur votre produit et voilà les différentes implications qu'il peut y avoir. Et souvent, les PM qui sont concentrés sur leur scope fonctionnel voient pas forcément tout ça. Donc donner un peu cette big picture et de montrer les endroits où ça va bien, où ça va pas, ça c'est déjà je pense un premier élément dans le discours à avoir. Je pense qu'un autre qui a bien fonctionné, c'est effectivement de montrer en quoi aujourd'hui, en termes de culture, en tout cas, il y a besoin d'un changement, et surtout
comment beaucoup d'équipes qui sont silotées, en tout cas, gagneraient à travailler ensemble. D'accord, très clair. C'est-à-dire le business, le marketing, les sales et le produit, et de réussir à montrer en quoi est-ce que le fait d'avoir plus d'interaction, le fait de plus se parler, de plus partager, ça peut avoir un impact. Moi, par exemple, lors d'une mission que j'ai fait, j'avais d'un côté le marketing qui réalisait des études conso, des études sur les attentes des utilisateurs, et j'avais de l'autre côté aussi le produit qui faisait beaucoup de recherche aussi, du quanti, du quali. Et en fait, les deux ne se partageaient pas du tout. Et à aucun moment on partageait les insights de chacun, on rebondissait pas dessus, on mettait pas en place d'action sur ces insights-là. Et donc, je pense que aussi cette réconciliation et ce changement de culture, c'est le prérequis. Ok, très clair. Dernière question, quelles sont les best practices que tu as sur de l'expérimentation? Sur de l'expérimentation, Ouais, je pense que en tout cas, je dirais qu'en best practice, je dirais, si vous faites de l'expérimentation, mettez toutes les bonnes personnes déjà autour de la table. Quelle est la team que vous allez avoir? Nous, quand on l'a fait, et c'était une des premières fois qu'on faisait ça dans une mission, c'était vraiment de mettre des gens du market, du business, de tous les différents types de métiers autour de la table et de commencer à les faire réfléchir là-dessus, les faire discuter sur quels seraient les tests qu'on pourrait faire en ayant identifié déjà quelques axes stratégiques. Je pense qu'en best practice aussi, c'est d'avoir un bon outil de centralisation et de priorisation. C'est pour ça que je parlais d'Airtable tout à l'heure. Donc ça, c'est et surtout aussi de se mettre un bon cadencement. Quand on fonctionnait en growth team, on faisait un growth meeting euh, avec on faisait une fois par semaine, mais on avait beaucoup d'instances différentes. Et c'est vraiment aussi de penser toute la partie gouvernance, instance. Ça, c'est assez important. Faut pas prendre le growth comme un truc où on va y aller en mode guérilla, on y va à l'arrache. Il y a vraiment une rigueur à essayer d'avoir derrière et un cadencement de cet orga growth à avoir. Et je dirais que le troisième point, c'est la documentation. C'est que on parlait de process d'expérimentation, d'hypothèses et tout ça. Une best practice qu'on retrouve, il y a beaucoup de templates qu'on peut retrouver sur Internet, c'est vraiment de formaliser les choses, formaliser les questions que vous vous posez, essayer de bien définir quand vous allez faire un test, quel sera, on va dire, le chiffre qui me permettra, le KPI qui me permettra de définir si oui ou non je me suis posé la bonne question, si j'ai fait la bonne chose, et aussi documenter tout tout ce que vous faites et tout ce que vous apprenez. Parce qu'en plus, on est aussi dans des organisations où il y a parfois beaucoup de turnover, où il y a des prestataires externes, et en fait la connaissance elle se perd vite. Donc il y a aussi cet intérêt, c'est de centraliser la connaissance pour que les personnes qui viennent derrière, les personnes qui arrivent, puissent aussi avoir ça et qu'on se retrouve pas en fait tous les 6 mois à faire des tests sur l'activation qu'on a déjà fait. ok, très clair. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci Jonathan. Je vous rappelle que pour ceux qui voudraient retrouver ce talk qui sera disponible sur webinar.contigia.co, dès qu'on a fini, là, je l'upload sur Dailymotion et on le met sur le site. Bon, ça va prendre quelques minutes évidemment. Je vous partage par mail ce slide avec les comparaisons que vous m'avez demandé directement. Je l'enverrai à tout le monde. Comme ça, ce sera plus simple. Vous allez recevoir de toute façon à la fin de ce webinaire un mail avec de nouveau le lien vers webinartiga.co. Merci de votre attention. Merci de nous avoir fait des retours sur le bruit des notifications parce que je pensais que ce n'était que de notre côté. Et donc, je demanderai effectivement aux futurs speakers des autres webinaires de les activer avant même de commencer le webinaire. Comme ça n'embêtera personne. Merci encore, Jonathan. Merci à vous tous et écoutez, à bientôt sur les réseaux. Merci. Bonne journée à tous.